Là, hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation en région Sud. Donc un petit rappel technique, donc si vous souhaitez nous poser des questions ou interagir durant tout ce webinaire, en bas à droite de votre écran, vous avez questions et chat, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser ces deux outils et nous essaierons de répondre au maximum à l'ensemble de vos questions. Donc, ce webinaire est organisé en partenariat avec la région Sud, la région académique et le CARIFOREF. Et en ce mercredi, nous sommes ravis de pouvoir échanger sur les métiers du transport et de la logistique. Donc, il y a un secteur particulièrement représenté sur la région Sud puisqu'il est au cœur de nombreux flux de marchandises et de voyageurs. Il représente un peu plus de 4% de l'emploi salarié sur la région et compte 3600 établissements. C'est également un secteur qui est plein d'avenir, en plein développement, avec une pluralité, une richesse des métiers pour toutes et tous, à tous les niveaux. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Hippolyte. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement et relations école à ID Logistique. Caroline Gouy, qui est donc déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse à l'AFT. Donc, bonjour Caroline. Bonjour. Et Élodie Cassiosi-Morin, qui est responsable Master 2 Management de la chaîne logistique à Aix-Marseille Université, enseignant-chercheur. Bonjour Élodie. Bonjour. Ce que je vous propose peut-être pour commencer ce webinaire, c'est d'en échanger préalablement donc, avec Caroline, qui est à l'AFT. Donc Caroline, vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est l'AFT, puis nous dresser un premier panorama du transport logistique sur la région. Eh bien, bonjour. Merci Benoît de me faire cette entrée en matière. Bonjour à tous. Alors rapidement, l'AFT, donc c'est une structure qui a plus de 60 ans et qui aide les entreprises à recruter leurs salariés, qui travaille également donc qui aide les organismes de formation à former les jeunes et qui fait du sourcing aussi pour les formations, donc pour les organismes de formation et pour les entreprises. On a différents sujets que l'on peut aborder avec l'entreprise, notamment donc tout ce qui est marque employeur et autres, donc de près ou loin de la RSE. Alors, merci de me donner le temps de parler de ce secteur, Benoît. Très bien. Alors peut-être Caroline, peux-tu nous en dire un petit peu plus justement sur la typologie peut-être alors des entreprises sur le secteur, parce que c'est vrai que la région Sud, elle est quand même très proche aussi, enfin, d'un point de vue territorialisé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le territoire, puisque c'est à l'embranchement aussi de l'arrivée par la Méditerranée de beaucoup de cargos, donc sur le transport de marchandises, qui permet ensuite de relayer sur la partie européenne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de besoins sur le territoire. Donc peut-être nous dresser un petit peu ce panorama de la typologie d'entreprise, les métiers, les évolutions des formations. Très bien. Alors, effectivement, on est dans une région où on a la chance d'avoir les 5 modes de transport qui sont représentés, le transport maritime, le transport aérien, le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial. Donc, c'est une chance que l'on a dans cette région et il faut savoir que cette région donc, est très dynamique au niveau de l'emploi puisque on note que depuis 2015, par exemple, on a augmenté nos effectifs salariés de plus 16%. Alors, de quoi je parle quand je parle d'effectifs salariés ? Donc, je parle des salariés qui sont dans une entreprise, donc qui sont salariés dans une entreprise de transport de marchandises, de voyageurs, de sanitaires ou organisateurs de transports internationaux. Donc, toutes ces entreprises-là, on a augmenté donc fortement nos effectifs. Ces effectifs ne cessent de croître, puisque l'année dernière, de la même façon, on a eu encore une fois une croissance des effectifs de 3,8% en transport routier de marchandises et en logistique. Donc, c'est un secteur très porteur dans notre région. Alors, globalement, la structuration des entreprises, alors on compte à peu près 54 000 salariés qui sont dans la branche transport logistique. Donc, 54 000 salariés avec une répartition des effectifs qui est à peu près la suivante. On a dans les grandes répartitions, c'est 64% de conducteurs routiers, marchandises, voyageurs, sanitaires, 10% d'exploitants. Alors, les exploitants, on va vous en parler un petit peu plus tard, mais l'exploitant, c'est la clé de voûte d'une entreprise de transport. C'est celui qui va optimiser notamment l'organisation des transports. Donc, alors ce que je peux vous dire dans les grandes tendances, donc une forte augmentation, un besoin en emploi qui est très important, besoin personnel très important.
Ce qu'on peut regretter, c'est que malgré tous ces besoins en personnel, on a très peu de femmes qui s'orientent dans notre secteur. On le regrette. On le regrette parce que notre secteur est totalement ouvert et les entreprises sont totalement ouvertes au recrutement des femmes et des jeunes femmes et des jeunes filles. Malheureusement, celles-ci ne s'orientent pas tellement dans notre secteur et ce que l'on regrette. Alors, on essaie de travailler sur le sujet. Donc, vous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous êtes femme, fille, venez vers nous parce qu'on a du travail pour tout le monde. Et en cette situation de pénurie de main-d'œuvre, de pénurie de personnel, on vous accueillera d'autant plus les bras ouverts. Très bien, merci beaucoup Caroline, et ça je te rejoins tout à fait. Ce sont des métiers qui sont ouverts, comme je le disais en préambule, à toutes et à tous. Alors, donc, on a parlé un petit peu de cet état des lieux sur la région. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le retour aussi d'une entreprise. Donc, Florence, merci beaucoup de votre présence. Et donc, vous êtes responsable recrutement à ID Logistique. Pouvez-vous peut-être vous présenter déjà l'entreprise et puis ensuite évoquer un petit peu les besoins et les caractéristiques de vos métiers? Alors, ID Logistics, c'est une entreprise de la région, c'est une entreprise française qui est née il y a 20 ans à côté de Cavaillon, hein, par le rachat en fait à l'époque de la partie logistique d'un transporteur qui s'appelait la Flèche Cavaillonnaise. Donc maintenant tout est intégré dans ID Logistics. Le cœur de notre métier, c'est d'être un prestataire logistique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prestataire logistique? Eh bien, en fait, tout simplement, nous gérons les entrepôts pour le compte de grands clients grands comptes. Alors, il y a de la grande distribution alimentaire comme Auchan, Carrefour, du non alimentaire avec des enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama. On a aussi Boulanger, on peut avoir Nespresso, on va avoir des activités très diverses dans la santé avec les laboratoires Naos, on va avoir Bouygues Télécom, du luxe avec Givenchy et Guerlain, du e-commerce avec Cdiscount, Amazon. Et voilà, et plein d'autres sociétés. Donc, vous voyez des clients divers et variés. Et nous, notre métier, c'est de gérer le stockage pour eux. Donc, le stockage, c'est notre métier commence en fait quand la marchandise arrive dans l'entrepôt, on va la réceptionner, la contrôler, la stocker, faire les préparations de commandes en fonction des ordres de commande que va nous donner le client et préparer l'expédition. Sur la région sud, on est présent essentiellement dans les Bouches-du-Rhône, sur la grosse zone clé sud, donc qui est entre Miramas et Grance, où on a différents entrepôts. Et aujourd'hui, donc l'entreprise est en très forte croissance, puisqu'on a une croissance à 2 chiffres quasiment tous les ans depuis 20 ans. On est présent aussi à l'international dans 17 pays. Mais aujourd'hui, en France, nos gros besoins en recrutement vont être à la fois sur des postes opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion de l'entrepôt. Donc, ça va du préparateur de commande, du cariste, de la personne qui va gérer les stocks, de la personne qui va expédier, mais aussi toutes les fonctions managériales, donc du chef d'équipe au responsable de service, au responsable d'entrepôt, et également aussi toutes les missions transverses qui vont être gérer des projets, qui vont être par exemple de l'amélioration continue en termes d'accidentologie, qui vont être sur la partie environnementale, la réduction de notre empreinte carbone ou du traitement des déchets. Voilà, donc il y a plein de métiers complètement différents sur nos entrepôts. Et puis bien sûr, toutes les fonctions support comme toute entreprise, en ressources humaines, en finance, en achat, etc., etc. Voilà, donc entreprise vraiment franco-française et originaire de cette belle région PACA. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, vous évoquiez aussi le développement du e-commerce. Je pense que ça a dû beaucoup accélérer aussi vos besoins, et en termes de recrutement et en termes de nouvelles compétences. Alors en termes de recrutement, oui, bien évidemment. En termes de nouvelles compétences également, puisque les entrepôts dédiés au e-commerce sont beaucoup plus automatisés, robotisés et mécanisés que des entrepôts plus traditionnels. Donc aujourd'hui, on va aussi se tourner beaucoup vers des techniciens de maintenance, par exemple, voilà, pour assurer la maintenance de toutes ces machines, et aussi des préparateurs de commandes qui vont avoir des compétences à développer sur cette partie digitalisation, puisque bien sûr, il y a longtemps qu'on n'est plus au papier-crayon, puisque le e-commerce, ça va très très vite. Quand vous passez, vous, client, votre commande le matin avant 11 heures et qu'on vous promet une livraison pour 17 heures, vous imaginez bien toute la logistique que ça implique, toutes les personnes qui sont autour, et tout va être très digitalisé. Donc oui, on va former aussi nos collaborateurs à se servir d'outils digitaux, compétences
dont on n'avait pas besoin il y a encore quelques années. Très bien. Et donc, d'où l'intérêt d'être régulièrement en lien avec des centres de formation pour pouvoir adapter vos besoins et ces nouvelles compétences par rapport aux attentes aussi des centres de formation qui préparent les jeunes à intégrer vos équipes. Je me retourne du coup, ça me permet de faire la transition vers vous, Élodie. Donc, vous êtes à Aix-Marseille Université, donc vous êtes responsable du master de management de la chaîne logistique et enseignant-chercheur. Et il me semble que l'AMU est assez pionnière comme université sur le secteur du transport logistique. Oui, tout à fait. En réalité, c'est même l'université qui a développé les formations au niveau universitaire du bac+2 DUT. On aura l'occasion d'en reparler avec la réforme des DUT, jusqu'au doctorat, sur une approche plutôt gestion, effectivement, de la logistique, puisque la logistique tire ses origines des sciences militaires, puis des sciences de l'ingénieur, et il a fallu effectivement former aussi des gestionnaires, des managers en capacité à la fois de piloter, d'organiser les flux, et puis aussi de gérer des équipes. Et le cas d'idées logistiques en est un exemple aussi, des entreprises à très forte croissance dans cette capacité à intégrer, à absorber et à se faire le relais de croissance. Donc depuis maintenant plus de 30 ans, Aix-Marseille Université a développé des formations, et la particularité de notre université, c'est qu'effectivement, elle peut accompagner le parcours d'un étudiant en sortie bac, d'un futur bachelier, ce que j'espère pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ou qui nous réécouteront par la suite. Donc de les accompagner dès leur sortie de diplôme, soit sur des filières de formation courte, diplômantes, à bac+2 dans le cadre des BTS ou à bac+3 dans le cadre de la réforme des buts, jusqu'au doctorat, avec aussi la possibilité de revenir se former tout au long de la vie, puisqu'on a des dispositifs qui sont ouverts pour permettre aussi d'accompagner ces trajectoires, ces carrières qui, dans la logistique, peuvent aussi se faire chemin faisant au gré des opportunités. On est sur un secteur qui évolue, on est sur un secteur dont les mutations sont très rapides et dont les enjeux aussi économiques, commerciaux, et même parfois géopolitique. On l'a vu là avec la crise du Covid et les problématiques de rupture d'approvisionnement, et on le voit là apparaître avec un certain nombre de tensions sur certains approvisionnements, certaines matières premières. Et donc, on a aussi la possibilité de venir se former tout au long de sa vie, et donc en fonction du point d'entrée, soit du parcours que l'on aimerait avoir en sortie de bac, soit en fonction de là où on souhaiterait atterrir à l'issue, effectivement, d'une formation tout au long de la vie. Très bien. Sur les formations, donc vous évoquez courtes, BTS ou DUT, il est intéressant aussi et important de rappeler que ce sont des formations qui peuvent être faites aussi en apprentissage. Tout à fait. Donc là, on a des dispositifs, on a un soutien aussi des différents CFA, avec aussi la particularité qu'Aix-Marseille Université gère une partie aussi de ces formations continues ou formations initiales en alternance. Si on prend l'exemple du master dont je suis la responsable, on a à la fois la possibilité de le faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Là aussi, c'est un choix entre l'étudiant, l'entreprise, et puis ça permet notamment pour les contrats de professionnalisation, d'avoir des dispositifs selon l'âge de nos étudiants. Mais effectivement, l'alternance, c'est une voie privilégiée pour les métiers. Ça permet de former à la fois sur des savoirs universitaires, des techniques, mais en même temps de se former dans l'entreprise sur ses pratiques, ses outils, parce que là aussi, s'il y a des standardisations, il n'empêche que chaque entreprise a ses modes de fonctionnement, a ses outils, ses systèmes d'information, etc., qui lui sont propres. Et donc, ça facilite d'autant plus l'intégration et le développement de compétences très importantes pour les entreprises comme pour les étudiants. Très bien. Justement, Florence évoquait tout à l'heure aussi dans les nouveaux métiers et les nouvelles compétences le fait que les entrepôts étaient de plus en plus automatisés, digitalisés. Est-ce que ça, c'est aussi des axes que vous développez dans vos formations, justement d'adapter aussi par rapport aux nouveaux besoins des entreprises?
Tout à fait. Alors, vous l'avez précisé en préambule, hein, je suis donc responsable, mais enseignant-chercheur. Et Mmh. donc, en tant que chercheur, on travaille, nous, toutes nos formations sont adossées au CRETLOG, qui est le centre de recherche sur le transport et la logistique, qui est un centre de recherche pionnier en France sur les métiers de la logistique et sur aussi la prise en considération de l'importance de penser la logistique et de penser le transport de marchandises et tous les flux associés. Et donc, on a très tôt, finalement, aussi intégré les problématiques de développement durable. On a très rapidement intégré la problématique de la digitalisation. Alors, on n'était pas dans la digitalisation au départ, on était plutôt sur les systèmes d'information, comment est-ce qu'on allait pouvoir accélérer justement la transformation aussi numérique, le passage du papier à l'entreprise informatisée. Et donc très tôt, finalement, on a réussi à bâtir à la fois des programmes de recherche en lien avec les entreprises, hein, on est en sciences de gestion, donc on est aussi au cœur de l'action, et en même temps faire évoluer les maquettes de nos formations pour coller au mieux aux besoins actuels, mais surtout futurs. Et nous, l'idée, c'est de se tourner sur les besoins futurs et de préparer finalement nos étudiants à pouvoir participer à ces mutations, à intégrer ces mutations et à accompagner leur entreprise dans ces mutations. Donc sur la partie digitalisation, on a effectivement non seulement des enseignements qui sont dispensés, on a également des jeux de simulation qui sont réalisés enfin 100% digitalisés. Sur la partie en revanche mécanisation, automatisation, on a des formations à l'IUT notamment, sur la partie donc génie mécanique et productique, où là, on a effectivement des techniciens, des mécaniciens qui se forment à la fois à la programmation de ces outils, mais également à la maintenance, etc. On a également le département informatique, on a des cycles de formation en licence à la MIAGE, à la faculté d'économie de gestion, qui aident aussi cette transformation. Donc, ça ouvre effectivement un éventail de métiers très large. Très bien. Et donc, comme un sujet qu'a abordé Caroline aussi tout à l'heure, sur la féminisation des métiers, est-ce que ça se ressent aussi dans vos formations? Alors, quelle est la proportion Tout à fait. d'étudiantes qui se forment à ces métiers? Alors, on est sur la parité. Alors, on l'a vu, nous, très tôt, en fait, au niveau des masters, où on avait de plus en plus de femmes qui rejoignaient finalement les rangs de la logistique et du transport, parce que je pense que le message, il est aussi passé sur la pluralité de métiers, sur l'intérêt aussi de ces métiers, hein. On est souvent des métiers de l'ombre. Alors, on a parlé là de la seconde ligne, troisième ligne pendant la crise Covid, mais on a souvent été les métiers de l'ombre. On considère aussi souvent, moi je le dis à mes étudiants, que la logistique c'est un peu comme une rage de dents. On y pense que quand on a mal, la logistique parfois, souvent certains y pensent quand ça va pas, quand il y a du retard de livraison, quand il y a des ruptures. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement de l'intérêt et de tout l'enjeu stratégique économique. Donc on a, nous, au niveau master, depuis maintenant, allez, j'allais dire 6-7 ans, une féminisation qui se fait sentir de manière assez importante. C'est arrivé là sur des cycles de DUT, sur des cycles de DESU, hein, des formations de 4e année, où on voit apparaître effectivement beaucoup plus de jeunes femmes, jeunes filles qui nous rejoignent, qui rejoignent nos formations, parce que il y a aussi un intérêt pour ces métiers-là, il y a aussi une prise en considération de ces enjeux, et puis aussi il y a une prise de conscience collective de l'intérêt de la logistique. Le e-commerce, de ce point de vue-là, a fait énormément de bien à nos métiers, parce que ça a permis aussi de faire comprendre ce qu'était la logistique. Si on regarde l'exemple de vente privée, on peut tous cliquer et voir où est notre colis. On a même des vidéos qui nous expliquent ce qui se passe. Donc ça aussi, ça a participé à rendre le secteur plus attractif, la filière plus attractive, et à faire venir aussi plus de jeunes femmes et de jeunes filles. Très bien. Et Florence, ça se ressent aussi dans vos effectifs? Oui, alors sur la partie des alternants et stagiaires, nous, on n'est pas tout à fait à la parité, mais c'est pas mal quand même. On est à 39% de femmes. Voilà, pour un petit peu moins, hein, on est à peu près à un tiers sur la population classique, on va dire, hors alternance et hors stagiaire. Mais justement, c'est là où on voit ce changement, c'est que sur les jeunes personnes qu'on embauche, hein, puisque c'est ceux qui sont en alternance ou en stage, le taux est supérieur au taux homme-femme de l'entreprise.
Donc, ça devient de plus en plus positif. Et puis, avec toute cette mécanisation aussi, on a moins ces contraintes de port de charges lourdes qui étaient, Tout à fait. qui étaient souvent bloquants, hein, Tout à fait. au départ. Mais voilà, il y a beaucoup de mécanisation qui facilite tout ça. Et puis, sur des préparations de certains produits, voilà, de produits plus légers, voilà, il y a plus aucune contrainte, hein. Et ça se ressent aussi même sur la partie, handicap, hein, puisque maintenant la logistique devient de plus en plus ouverte aux personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, puisqu'il y a moins, on va dire, cette contrainte de port de charge. Je voudrais juste rappeler, pardon Benoît, que on est à 19% en effectifs. Hein, les femmes représentent 19% des effectifs salariés de la branche. Donc, quand on entend idée logistique et qu'on entend aussi AMU, Aix-Marseille Université, on se dit que les choses avancent dans le bon sens quand même. Donc, tout à fait, je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai, je pense qu'il y a encore à faire évoluer aussi l'image de certains métiers. Alors, Caroline, tu me détromperas peut-être, mais c'est vrai que sur le métier plutôt de transporteur, on a encore l'impression que c'est un métier d'homme, alors que, au même titre que ce qu'évoquait Florence sur les charges lourdes, toutes ces contraintes, et même la conduite en tant que telle a beaucoup évolué. C'est-à-dire que maintenant, un camion, c'est presque un bureau. C'est ça. Alors, effectivement, on se rend compte que sur ce métier, le métier de la conduite marchandise, sur les postes de conduite marchandise, on a 3% de femmes. Alors, on est à 19, tout métier, toute famille de métiers, mais quand on zoome sur le métier de conducteur ou conductrice routière, on est à 3%. C'est très, très peu. Malgré les évolutions techniques et effectivement la réduction de la pénibilité du métier. Alors, les ports de charge sont mécanisés. Du reste, ça profite aux femmes, mais ça profite aux hommes également. Enfin, c'est vraiment une amélioration qui profite à tous les salariés. Les véhicules ont de plus en plus de facilité à être conduits. Les directions sont assistées. Enfin bref, on a vraiment des ouvertures et des facilités d'accès au métier pour tout public, hein. Comme le disait, je crois que c'est Florence, également, donc les personnes en situation de handicap peuvent très bien, alors selon le handicap, mais peuvent très bien imaginer devenir, par exemple, demain, conducteur ou conductrice routière. C'est des choses qu'on peut très facilement imaginer compte tenu de l'amélioration technique, notamment des véhicules. Et on parlera également des entrepôts logistiques. Donc, pareil, hein, il y a eu des évolutions qui permettent d'accepter davantage de femmes et puis de pouvoir intégrer durablement des personnes en situation de handicap. Très bien. Un autre point qui a été évoqué aussi tout à l'heure, et il me semble que c'est un sujet qui est très fortement porté par l'AMU, puisqu'il y a un master en logistique durable. C'est toute l'évolution liée au développement durable, à l'environnement, puisque souvent le transport logistique, on dit que c'est un secteur qui pollue parce que voilà, c'est beaucoup de conduite et autres, avec la crise aussi qu'on connaît actuellement. Sur les énergies renouvelables. Donc voilà, je pense qu'aussi c'est un secteur qui a beaucoup évolué et qui a pris très à cœur cette problématique de développement durable. Élodie, tout à peut-être fait. Oui, tout à fait. Je vous rejoins. On a effectivement un master. Alors là aussi, on a été en avance, hein, un peu pionnier, puisque maintenant le master a une dizaine d'années. Donc, on était très loin de penser et d'avoir cette prise de conscience collective sur les enjeux climatiques, environnementaux et sur la raréfaction des énergies fossiles, même s'il y avait déjà des lanceurs d'alerte. Mais très rapidement, on s'est posé la question, effectivement, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Toute la discussion qu'on vient d'avoir jusqu'à maintenant, pour moi, elle est aussi à intégrer dans cette prise de conscience-là, parce que la réduction de la pénibilité du travail, on a beaucoup aussi d'entreprises logistiques et du secteur du transport qui sont mobilisées là-dessus. Tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement, la réduction des risques aussi, donc la prévention, etc. Ça participe aussi d'une prise de conscience de l'environnement au travail, de la qualité de vie au travail. Et donc, très rapidement, on sait aussi que les impacts sont aussi en dehors, effectivement, sur des chaînes de transport. Donc là aussi, on a des prises de conscience, on a des entreprises qui sont mobilisées,
qui peuvent rentrer dans cet enjeu développement durable par le pilier économique parfois, parce qu'effectivement, l'idée de mieux gérer les ressources, c'est aussi un gain financier et économique, qui peuvent aussi rentrer par le pilier environnemental, de se dire j'ai une prise de conscience soit par les collaborateurs qui sont dans mon entreprise, soit par les dirigeants, soit par le secteur d'activité dans lequel on est impliqué. Et puis aussi une prise en considération sociale, de se dire l'entreprise est intégrée dans un environnement qu'elle doit aussi protéger, dont elle est aussi responsable pour les externalités négatives qu'elle occasionne. C'est les principes même de la RSE. Donc on a effectivement une prise de conscience et nous, on forme aussi nos étudiants là-dessus. On forme nos étudiants aux indicateurs extra-financiers, tout ce qui est en dehors, que toute entreprise d'ailleurs cotée en bourse doit fournir. Et on se rend compte aussi que les marchés sont aussi sensibles à ces informations-là et tous les efforts qui peuvent être entrepris sur toute la réduction des émissions de CO2, les stratégies de décarbonation. Ça va passer aussi par des véhicules plus propres. On est sur des nouvelles normes là aussi, des normes Euro 6, Euro 5, etc. Bon, pour rafraîchir le parc aussi, la flotte transport, mais on est aussi sur des réflexions avec du transport combiné, rail, route, sur du multimodal, avec toute la réhabilitation de certaines barges fluviales, etc., pour travailler sur ces chantiers-là. Et c'est vrai que le secteur, on le disait, souffre aussi de cette image-là, mais si on regarde par rapport effectivement au volume transporté, on a un secteur qui a des marges de progrès à faire, mais qui, comparé à du transport de voyageurs, l'autosoliste dans sa voiture, eh bien, n'a pas à rougir aussi des efforts qui sont entrepris. Et la réflexion doit se penser maintenant au niveau plus global. On le voit là avec la crise en Ukraine, on se dit est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à faire revenir une partie de nos approvisionnements? La crise sanitaire aussi a démontré ça, donc il y a aussi tous ces enjeux qui ne sont pas uniquement que dans les chaînes de transport, mais qui se pensent d'un point de vue plus global. On est sur des chaînes logistiques mondialisées et on fait partie effectivement de ce dispositif-là, et donc on a tous notre part à prendre et on forme justement ces étudiants à prendre en considération ça et à intégrer tous ces nouveaux enjeux géopolitiques, cette gestion des risques et ces enjeux environnementaux qui sont essentiels et qui le seront encore plus demain. Et vous sentez justement que intégrer ces nouveaux enjeux sont importants justement aussi par rapport aux étudiants et étudiantes qui vous rejoignent? Est-ce qu'ils expriment vraiment ce besoin de modifier un petit peu aussi le secteur pour qu'il soit encore plus vert et qu'il réponde aussi à leurs aspirations? Tout à fait. Ça se voit déjà alors dans le discours, ça se voit aussi par les missions d'alternance, par le choix des entreprises qu'ils font. Ça se voit aussi par le nombre de candidatures qu'on reçoit, motivées aussi pour ces raisons-là. Ça se voit aussi dans les choix des premiers emplois, ça se voit dans leurs discussions. Donc nous, on sent bien effectivement que ce sont des enjeux forts. Et d'ailleurs, au-delà même, et après je pourrais inviter Florence à effectivement aussi commenter ce qu'elle peut vivre en entreprise, mais je tiens à dire aussi que dans nos autres formations, on intègre aussi cette partie-là, c'est-à-dire que c'est pas non plus que le secteur du transport qui est concerné, ça va bien au-delà, puisqu'on a des formations qui sont des formations plutôt économiques et sociales, qui intègrent aussi des modules de cours autour du développement durable et de la prise de conscience. Donc ça traduit aussi tout un ensemble d'enjeux et peut-être générationnels, d'une prise de conscience, d'une volonté de faire changer les choses, d'être acteur de ce changement et de participer à ces mutations. Merci beaucoup. Du coup, Florence, côté idée logistique, est-ce que vous avez pris ce virage de la transition écologique? Alors, le virage de la transition écologique, oui, on l'a pris il y a un petit moment. Donc, il y a de nombreuses actions qui sont menées en termes d'environnement et puis aussi toute la partie RSE. Donc, sur la partie transport, beaucoup de nos camions fonctionnent au biogaz, fonctionnent à l'électrique aussi. Sur nos entrepôts, c'est une réduction de l'empreinte carbone, notamment en termes d'énergie. C'est du tri des déchets, du tri des emballages, puisque vous vous doutez bien que dans un entrepôt, il y avait énormément de gaspillage en termes d'emballage. Et puis aussi, moi, en termes de recruteurs, c'est quelque chose que je constate aussi depuis quelque temps, que ces questions viennent de la part des candidats. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, entreprise, en termes de RSE, c'est-à-dire en termes d'environnement, en termes d'inclusion, etc. Les étudiants vont beaucoup sur le site pour voir ce qu'on fait effectivement. Et maintenant, ils savent,
ils savent trouver les entreprises qui font du greenwashing, c'est-à-dire ceux qui disent oui, on fait des trucs verts, mais en fait, c'est juste pour faire bien. Sur un site internet. Voilà, ils savent détecter ceux qui le font vraiment et ceux qui ne le font pas. Voilà, parce que maintenant il y a de la preuve, on peut avoir de l'information partout, il y a de la preuve, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, quand ils cherchent un emploi ou une alternance ou un stage, ces questions-là reviennent parce qu'ils veulent vraiment être dans une entreprise qui correspond à leurs valeurs, avoir des missions qui ont du sens pour eux, mais aussi du sens en termes de développement durable. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Caroline, il y avait une petite question, justement, peut-être si tu peux nous parler du dispositif Salto qui est porté par l'AFT. Oui, alors volontiers. Alors le dispositif Salto, c'est quoi? On va parler de la féminisation du secteur. On avait noté que trop peu de filles, les entreprises, je vous disais tout à l'heure, sont de plus en plus ouvertes et c'est plus un sujet même à recruter des femmes, dès lors que la compétence est là, naturellement. La difficulté, c'est qu'elle nous disait, écoutez, nous, on veut bien les recruter, encore faut-il les former. Alors, effectivement, sur des niveaux d'enseignement supérieur, Élodie l'évoquait, elle est quasiment à la parité où elle l'est. Par contre, ce n'est pas tout à fait la réalité sur les infrabacs ou sur les bacs. Et donc, fort de ce constat, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête auprès des prescripteurs de l'emploi et de l'orientation. 1500 personnes ont été interrogées et on s'est rendu compte qu'il y avait des préjugés sur la place des femmes dans le secteur. Donc, on a construit pour les prescripteurs, encore une fois, de l'emploi et de la formation, on a construit des temps au cours desquels on a rassemblé une centaine de prescripteurs, en visio, au cours desquels donc, on a pu travailler sur ces préjugés. Et l'idée, c'était vraiment de donner des outils aux prescripteurs, de sorte que lorsqu'ils avaient une fin de non-recevoir d'une jeune fille ou d'un parent d'élève qui disait non, c'est vraiment pas fait pour ma fille ou pour moi, de sorte qu'ils aient des arguments et des outils pour répondre donc à ces questions ou pour contrer justement ces préjugés. Alors, il y a l'histoire de la pénibilité, il y a l'histoire du temps de travail. On se dit, mon Dieu, le temps de travail est un peu décalé, donc c'est pas possible pour les femmes. Et puis on se rend compte qu'une infirmière, son temps est décalé, ça pose aucun problème. Mais curieusement, quand elle travaille dans un entrepôt ou quand il faut qu'elle travaille dans un véhicule, ça pose un problème. Donc, on a déconstruit tout ça avec les prescripteurs de la formation et de l'emploi. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a tous bien qu'il y ait une ouverture d'esprit, bien qu'ayant fait parfois des études supérieures, on a tous nos freins. Donc, on a identifié ces freins et on espère pouvoir démultiplier ces actions auprès des prescripteurs. Il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, et les parents sont les premiers prescripteurs sans doute de la formation des enfants. Donc, on espère bien que vous regarderez, que vous pourrez observer ce secteur avec un œil un peu différent. Alors, on ne va pas le faire en 3 quarts d'heure, mais c'est un début de réflexion. Et vraiment, observer, aller voir les sites et ce dispositif Salto, SALT2O, donc c'est pour une orientation objective dans le transport et la logistique, allez le voir et vous verrez, on a aussi un itinéraire égalité pour faire en sorte que les entreprises aussi, donc les prescripteurs de l'emploi et de la formation, que les entreprises puissent accueillir les femmes dans ce secteur très genré masculin, il faut bien le dire, et puissent justement non seulement les recruter, mais les intégrer pour les fidéliser. Parce que ça aussi, c'est un vrai enjeu pour les entreprises, fidéliser les salariés. Tout à fait. Et la fidélisation des salariés, ça passe aussi par la formation. Donc ça, on a échangé avec Élodie et c'est vrai que, et je pense Florence rejoint aussi, c'est vraiment important de dire aussi que là, même si on parle de formation initiale sur des formations à Bac+2, Bac+3 sur du but ou plus sur le Master 1, Master 2, mais c'est que c'est un secteur qui évolue beaucoup et rapidement et que l'important, c'est aussi de se former tout au long de la vie. Florence, justement, à ce titre, est-ce que ça fait partie des actions que vous montez pour fidéliser vos collaborateurs et collaboratrices ?
Oui, complètement. On a différents dispositifs. Bon, alors en dehors de la formation continue, de petits modules de formation que tout le monde fait un peu dans sa vie professionnelle, on développe de plus en plus la VAE, donc la validation des acquis, par l'expérience, et aussi on met en place des formations, qu'on appelle exécutives, notamment, avec le concours de AMU avec, le DESUGOL, c'est un diplôme qui m'emmène à un niveau bac+4, gestion des opérations logistiques, et qu'on va proposer à nos salariés, sous forme d'alternance, hein. C'est un genre d'alternance où ils vont venir, pendant 1 an se former, 1 fois par mois. Ils vont suivre à peu près les mêmes cours que les étudiants, mais un peu moins d'heures parce qu'ils ont de l'expérience et ils ont déjà des compétences et des connaissances acquises. Voilà, et puis il y a aussi, plein d'autres formations, où on va proposer aussi des contrats d'apprentissage, à nos salariés, hein, qui sont déjà en poste. On a aussi des parcours de formation qui ont été créés chez ID Logistique pour, répondre vraiment au plus près aux besoins, de l'entreprise, donc des formations qui sont spécifiques à l'entreprise, mais qui, sur le marché du travail, peuvent aussi développer énormément l'employabilité de nos salariés puisque, les compétences que les personnes acquièrent durant ces parcours de formation, ce sont des compétences qu'elles pourront très facilement transposer dans voilà, si elles changent d'entreprise ou si elles changent de métier plus tard. Donc, c'est vraiment une orientation qu'on prend depuis maintenant 2 ans, qu'on tend à développer et notre direction est très, a très à cœur justement de développer les compétences, des salariés, notamment pour les fidéliser, mais pas que, parce que, comme vous l'avez dit, notre métier évolue tous les jours. Mmh. On a besoin de nouvelles compétences tous les jours et que si nos collaborateurs n'ont pas ces compétences-là, eh bien forcément l'entreprise fonctionnera moins bien. Donc c'est vraiment un double enjeu, hein, l'enjeu pour le collaborateur de rester formé, l'enjeu pour l'entreprise de le fidéliser et aussi d'avoir des personnes formées et qui ont les compétences nécessaires pour effectuer leur mission. Très bien. Élodie, peut-être sur ce point-là aussi, comment vous accompagnez la transformation des entreprises et l'adapter au profil des étudiants que vous avez? Alors nous, on a effectivement, on peut faire aussi, on met en place des dispositifs de VAE ou Mmh. de VAP qui consistent, alors dans le premier cas, à accompagner un salarié en entreprise tout au long. Donc, alors ça peut varier, ça, on est souvent sur du 1 an, 18 mois, la réalisation en fait d'un mémoire qui permet d'expliquer en quoi les compétences et les savoirs acquis tout au long de l'expérience professionnelle permettent effectivement de prétendre au diplôme. On a des dispositifs de VAP partiel ou total qui permettent aussi d'enjamber un certain nombre d'années pour permettre de prendre en considération effectivement les expériences acquises et notamment d'intégrer, pour ce qui me concerne, le Master 2. On a aussi des conseils de perfectionnement qui sont organisés chaque année au niveau de nos formations et qui réunissent des acteurs du monde socio-économique. Donc on a, nous, effectivement, des prestataires, des industriels, des distributeurs de la région qui sont implantés en région sud pour aussi prendre un peu le baromètre des métiers et des besoins. Et puis, je le redis, hein, mais le fait aussi qu'on soit sur une activité de recherche, transport, logistique, avec des terrains d'études aussi qui sont ces mêmes entreprises, nous aide aussi à percevoir un peu ces signaux faibles, c'est-à-dire les mutations, à pressentir un petit peu des besoins, de se projeter, à des niveaux très différents, parce qu'encore une fois, on a une offre de formation qui couvre effectivement différents types de postes, de l'exploitation jusqu'au cadre, en passant par les middle managers. Donc, on a aussi besoin d'adapter ce dispositif-là. Et puis, on se tourne de plus en plus aujourd'hui vers de la digitalisation, vers des enseignements hybrides. Et donc, ça, c'est aussi une transformation qu'on a mis en place nous-mêmes avec des outils, un environnement numérique de travail pour nos étudiants, avec des modules, avec des vidéos, avec la possibilité, un peu comme du podcast, de venir récupérer des modules de cours, etc., pour s'adapter, essayer de s'adapter effectivement à ces personnes-là pour, encore une fois, accompagner cette formation tout au long de la vie et aussi parfois des réorientations parce qu'on a des personnes qui ont fait le choix de ne pas venir vers ces métiers-là, mais qui, au fur et à mesure de leur carrière, se rendent compte de l'intérêt qu'ils ont pour ces métiers et décident de revenir. Moi, typiquement, j'en ai une cette année qui, après avoir exercé pendant 15 ans dans les achats, s'est dit, j'ai envie effectivement d'avoir une approche un peu plus globale de la supply chain et donc intégrer de la logistique, intégrer du marketing, de la distribution et qui vient se former chez nous. Donc, c'est aussi ça l'enjeu, de pouvoir les accompagner et accompagner parfois des réorientations
plus importante pour correspondre au mieux aux attentes aussi des personnes qu'on a en face de nous. Très bien, merci beaucoup. Dernier petit point avant de conclure, on parle de tous ces métiers, donner envie, mais alors comment on peut essayer de tester le métier, en savoir un peu plus? Alors, est-ce que vous faites des journées portes ouvertes, vous participez à des événements? Est-ce que, par exemple, chez des logistiques, vous accueillez des stagiaires? Bon, je sais, on a parlé aussi des alternants, mais voilà, quels sont aussi les outils que vous avez créés, développés pour permettre aux lycéens et aussi aux prescripteurs, on a beaucoup parlé des prescripteurs, pour donner envie au maximum de jeunes d'aller vers vos métiers? Alors chez ID Logistique, pour l'instant, on n'est pas bons élèves, hein, parce que on a du mal à se lancer dans l'immersion par rapport à des lycéens. Alors il y a quelques petites actions qui se créent en région, dans toute la France, hein, parce que voilà, un responsable de site va avoir cette sensibilité-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore assez bons élèves pour prêcher la bonne parole de notre métier auprès des lycéens. On le fait un peu plus tard, mais on le fait pas encore assez en amont. Donc faut qu'on travaille là-dessus. C'est un plan d'amélioration, c'est un axe de objectif, développement. c'est un axe de développement. Exactement. On peut pas être bon partout. Mais là-dessus, Florence, on est plutôt complémentaires puisque nous, en fait, tous nos sites de formation font des journées portes ouvertes à destination donc des futurs bacheliers. On participe également à tous les salons et on présente tous les dispositifs de formation et on a à cœur aussi de montrer les entreprises qu'il y a derrière. Donc, toutes ces entreprises avec lesquelles on travaille sont mentionnées sur nos plaquettes de formation, etc. pour aussi donner à voir un petit peu des métiers. Vous citez tout à l'heure vos clients parce qu'on a besoin effectivement de se représenter les clients d'idées logistiques et voir la pluralité des activités, des types de flux que ça concerne. Et nous, c'est un peu pareil. L'idée, c'est de montrer les entreprises qu'il y a derrière, qui emploient derrière. Parce que là aussi, je pense qu'un élément à dire pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit les futurs bacheliers ou leurs parents, on a aussi des taux d'insertion qui sont assez exceptionnels. Hein. Nous, on est à 90% de nos étudiants qui sont insérés sur le marché du travail à 3 mois. On a une stabilité sur des emplois en CDI avec derrière aussi les salaires, une progression de salaire qui compte beaucoup. On voit toujours un décalage entre ceux qui ont fait de l'alternance ou pas, parce qu'on a effectivement quand même une accélération au début de la carrière de ceux qui sont en alternance et qui ont été en alternance, parce que là aussi, sur le marché de l'emploi, c'est plus valorisé. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais on a effectivement des taux d'insertion qui sont exceptionnels. Donc, il y a de l'emploi à la clé. On est sur des métiers en tension. Le tout, c'est de faire tomber un peu les préjugés, les craintes qu'on peut avoir par ailleurs. Mais toutes les cartes sont là. Et donc, nous, pour le coup, on communique beaucoup auprès des futurs bacheliers à tous les cycles de formation. Donc l'IUT fait des journées portes ouvertes, la faculté fait des journées portes ouvertes, on participe à tous les masters et on a à cœur aussi de faire venir des étudiants pour qu'ils parlent aussi aux lycéens. Donc nous, à l'IUT, ce sont des étudiants qui sont en première ou deuxième année. En master, on a des étudiants qui se déplacent sur tous les salons pour aussi expliquer ce qu'ils font, comment ils vivent cette expérience-là et parler finalement entre pairs, qui puissent se parler entre eux et se dire, voilà, moi j'étais dans la même situation que toi, j'ai fait ces choix-là, pourquoi? Et donc on a à cœur aussi d'ouvrir au maximum les voies de communication vers les lycéens. Alors, je voudrais juste ajouter que nous, on organise aussi on est en contact avec des entreprises qui, Florence disait que ID Logistics était en phase de réflexion sur le sujet. Il y a des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus avancées, qui, elles, ouvrent leurs portes, qui se disent que, effectivement, pour être reconnues, il faut accueillir, et elles le font déjà. Donc, c'est toujours intéressant, je pense, l'immersion. Hein. Alors qu'on soit lycéen, il y en a certaines qui ouvrent aussi aux collégiens. C'est un peu plus rare parce qu'il y a la problématique du jeune âge. Mais globalement, les entreprises sont, je note, de plus en plus ouvertes à faire découvrir donc les métiers de l'intérieur avec des échanges avec des salariés, de sorte que les personnes puissent vraiment avoir une représentation la plus juste possible du métier et qu'ils puissent construire un projet de formation aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les entreprises, même à nous solliciter, nous, AFT. Je m'adresse aux parents et aux élèves et aux prescripteurs qui pourraient être derrière la caméra. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut vous aider. On peut vous aider selon le lieu où vous vous trouvez. On peut vous aider à ce genre de
visites, à organiser ce genre de visites. D'ailleurs, le mois d'avril, c'est le mois de transport et de la logistique. Donc, on est en train, avec Pôle emploi, Cité des métiers, on est en train on a émaillé donc tout le mois d'avril de visites d'entreprise, alors voyageurs, logistique, marchandises, bon bref, et c'est le moment aussi de peut-être donc de venir à ces visites d'entreprise. Vous aurez le programme, c'est la Cité des métiers qui va mettre le programme sur son site incessamment sous peu. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Bien, écoutez, Caroline, Élodie, Florence, merci beaucoup pour votre expertise. Donc voilà, je pense que vous avez compris que si vous cherchez un secteur plein d'avenir qui va donner du sens à votre carrière et qui est en constant développement, donc voilà, c'est vraiment vers le transport logistique qu'il faut s'engager. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Merci Benoît. Une conclusion très rapide pour tout simplement remercier l'ensemble de nos intervenantes pour la qualité, la richesse de leur présentation, la richesse des informations très éclairantes qui ont été apportées tant sur le volet formation que sur l'approche métier sur le secteur transport logistique. Te remercier également Benoît pour ton animation et rappeler également que l'intégralité du webinaire reste accessible en replay sur le site Orientation Région Sud, sur lequel vous retrouverez également la programmation du prochain webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée et puis vous donner rendez-vous donc pour notre prochain webinaire métier dans le cadre des mercredis de l'orientation de la région Sud. Très bonne soirée. Merci à toutes et tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.